D'épaisses colonnes de fumée dans le ciel de Beyrouth. Israël a de nouveau bombardé ce matin la banlieue sud de la capitale libanaise, bastion du Hezbollah pro-iranien. Des frappes accompagnées de menaces, comme celle de ce ministre israélien d'extrême droite. Vous vouliez nous faire vivre l'enfer, c'est vous qui le vivez. Le sud de Beyrouth ressemblera bientôt à Khan Younes à Gaza. Le Liban replonge dans le chaos de la guerre. Le fragile cessez-le-feu avec Israël a volé en éclats le 2 mars dernier lorsque le Hezbollah a tiré des roquettes sur l'État hébreu pour venger la mort du guide suprême iranien. Depuis, 400 personnes tuées, 1 demi-million de déplacés. Les autorités libanaises pointent la responsabilité du Hezbollah. Il a agi en fonction des intérêts du régime iranien et non pas des intérêts du Liban. C'est une aventure suicidaire. Emmanuel Macron, qui renvoie lui aussi dos à dos Israël et le Hezbollah, a joué aujourd'hui les médiateurs. Le Hezbollah doit cesser toute frappe depuis le sol libanais. Israël doit ensuite cesser au plus vite son opération militaire pour que le calme puisse revenir. Israël, engagé sur 2 fronts, le Liban et l'Iran, a lancé une vague de frappes d'envergure ces dernières heures sur Téhéran, Ispahan et le sud du pays. Comme un message envoyé au nouveau guide suprême iranien désigné hier et déjà dans le viseur du Premier ministre israélien qui veut en finir avec le régime des Mollahs. Quant aux prochaines étapes en Iran, nous avons un plan méthodique, avec de nombreuses surprises pour déstabiliser le régime et permettre le changement. Alors, ce plan méthodique israélien peut-il entraîner la chute du régime iranien? Le Liban, champ de bataille d'un conflit régional, risque-t-il de basculer dans une nouvelle crise humanitaire sur fond de tensions communautaires? Guerre préventive ou guerre expansionniste? Quels objectifs Israël poursuit-il? Nos 3 invités pour ce débat, Benjamin Petrover, bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions internationales et vous avez passé près de 10 ans au Moyen-Orient. Selon vous, Benyamin Netanyahou n'a pas la moindre volonté expansionniste au Liban. Il poursuit le combat de sa vie, ajoutez-vous, mettre fin à la menace existentielle que l'Iran représente pour Israël. À côté de vous, Karim Emile Bitar, bonsoir, professeur associé à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, spécialiste du Proche-Orient. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris. Vous estimez que le prétexte d'une guerre préventive semble fallacieux. Depuis les années 90, l'expansion ne fait pas partie de la politique officielle de l'État, officielle de l'État d'Israël, mais nous sommes dans une fuite en avant en ce qui concerne peut-être les intentions de Netanyahou. Et à côté de vous, Yasmina Asrargis, bonsoir. Vous êtes chercheuse associée à l'Université de Princeton et à la Fondation Jean Jaurès, spécialiste du Moyen-Orient. Vous venez de publier Le Mirage de la paix, la véritable histoire d'Israël et des pays arabes. Selon vous, on va vers une crise humanitaire, une vraie crise humanitaire au Liban. Et vous ajoutez, les Européens qui sont toujours en marge de l'histoire ont un rôle à jouer sur le sujet. Et on démarre le débat, Benjamin, avec le mot du jour, l'expression du jour. Exactement. Lion rugissant, c'est le nom de l'opération lancée par Israël contre l'Iran. Le lion, symbole de vigilance et de résistance dans la culture militaire israélienne, référence biblique également. En juin dernier, déjà, le lion qui se lève était le nom de la première intervention militaire contre Téhéran. Et en mai 2025, c'était les chariots de Gédéon à Gaza. Karim Emile Bitar, il y a une importance de la sémantique dans les guerres menées par Netanyahou pour les ancrer dans une histoire plus ancienne, plus biblique d'Israël ? Absolument, c'est ça qui est intéressant dans cette guerre, c'est que le messianisme est présent de tous les côtés. On connaît bien sûr le messianisme du régime iranien avec sa doctrine de Wilayat al-Faqih, son eschatologie, son regard sur l'apocalypse. Mais ce qui est frappant, c'est de voir également aux États-Unis un discours très religieux. Lindsey Graham parle de guerre de religion. Qui est Lindsey Graham ? Lindsey Graham, sénateur censé être un grand spécialiste de politique extérieure, très proche de Donald Trump, nous parle de guerre de religion qui va définir le prochain millénaire. Le secrétaire à la guerre, qui s'appelait secrétaire à la défense, Pete Hegseth, oui, a écrit un livre qui s'appelle American Crusade, croisade américaine, et il a des tas de tatouages faisant référence à la troisième et la deuxième croisade. Et côté israélien, il y a également un messianisme assez marqué que l'on retrouve chez certains membres du gouvernement. Donc derrière les intérêts géopolitiques classiques, l'intérêt pour les ressources économiques et énergétiques, il y a également cette dimension-là qui est particulièrement inquiétante dans un contexte de perte des valeurs à l'échelle mondiale. Yasmina Asrargis, pour revenir sur le... Rebondir ou... Oui. Dites-nous. Je voudrais juste préciser tout de même, parce que utiliser le mot messianisme, je ne sais pas ce que vous entendez par messianisme, mais en fait, en Israël,
Israël. On est dans le pays de la Bible. Donc de la même manière qu'en France, dans les grands discours à l'Assemblée nationale, on fait appel à Montesquieu ou à Rousseau, en Israël, on fait appel à la Bible, tout simplement. Il y a pas, ça pourrait être un dirigeant de droite comme de gauche en Israël. Systématiquement, les références, c'est la Bible. On n'a pas besoin d'être messianiste pour ça ou messianique pour ça. Et en l'occurrence, le nom de cette opération, c'est l'emblème de Jérusalem, c'est le sceau du roi David, et c'est surtout un clin d'œil au peuple iranien, parce que c'est le drapeau de l'Iran jusqu'en 1979. Donc le lion, c'était avant tout cela, pour montrer le lien qu'il y avait entre les deux peuples. Alors, aux États-Unis aussi, on fait fréquemment référence à la Bible, c'est tout à fait normal. Le problème en Israël, c'est que certains considèrent que la Bible est un cadastre. Or, David Ben Gourion lui-même disait au Sunday Times en 1969, la Bible n'est pas un cadastre. Yitzhak Rabin était sur cette ligne-là. Aujourd'hui, des deux côtés de l'échiquier politique en Israël, vous avez des... Oui, mais là, vous parlez de la géographie. Moi, je parle simplement de l'utilisation dans un discours des mots de la Bible. Les mots de la Bible là-bas, en Israël, c'est simplement parce que c'est un texte de référence qui sert aussi pour les discours politiques. Alors, on y reviendra. On va avancer, Yasmina Asfari, sur ce qu'a annoncé Benjamin Netanyahou, c'est-à-dire un plan méthodique avec des surprises pour éradiquer le régime iranien. À quelle surprise peut-on s'attendre? C'est vrai que c'est un vocabulaire auquel on n'est pas habitué dans une opération militaire. Alors la posture israélienne dans cette guerre, d'abord vis-à-vis de l'Iran, et puis le rapprochement du front libano-iranien, du front Israël-Iran à cette frontière véridique, à cette frontière entre Israël et le Liban, nous montre plusieurs choses. D'abord que Israël était fortement préparé à cette réponse du Hezbollah, qu'ils avaient identifié la présence de certains membres des Pasdaran qui ont utilisé cette fois-ci le territoire libanais pour prendre en main le Hezbollah et donc prendre en otage l'entièreté du peuple libanais réellement, puisque Israël, dans la minute qui a suivi, a déployé 100 000 hommes dans cette région et repris cette zone du sud-Liban, bien que ces frappes de missiles soient venues de la Beka, donc la région nord-est. Donc c'est déjà des surprises quelque part. Il y a déjà c'est des non-surprises sur le plan militaire. En revanche, la véritable question va être est-ce que la France aujourd'hui, sans l'Amérique de Joe Biden et d'Anthony Blinken, peut-elle réobtenir l'accord qu'ils ont obtenu lors du précédent cessez-le-feu? Et est-ce que les conversations qui ont actuellement lieu à Chypre permettront à la diplomatie de prendre le devant et de conduire à une véritable désescalade dans cette région, puisque la guerre, rappelons-le, est censée être très momentanée avec une véritable stratégie et préparer le terrain de la diplomatie et de la négociation. Chypre, Emmanuel Macron était à Chypre aujourd'hui. Benjamin Petrover, vous qui avez collaboré avec plusieurs médias, vous avez passé près de 10 ans prochain, vous avez travaillé notamment pour I24 News. Est-ce que les Israéliens sont derrière le Premier ministre Netanyahou actuellement? Les sondages le disent, ils soutiennent cette opération? Alors, pour la guerre en Iran, oui, on a les sondages qui nous disent qu'il y a quelque chose comme 80% de soutien au sein de la population israélienne. C'est toute une société qui, depuis 40 ans, vit avec cette menace, qui entendait année après année les dirigeants iraniens, les ayatollahs, appeler à la destruction de l'État d'Israël et expliquer qu'ils allaient rayer Jérusalem et Tel Aviv de la carte. Donc, il est clair pour les Israéliens, il y a un soutien face à cette opération. Pour ce qui est de l'opération au Liban, il y a des réserves. Il y a déjà aujourd'hui des réserves parce que dans la société israélienne, et vous, Elisabeth, qui connaissez tellement bien le cinéma, il y a énormément de traumatisme après les différentes guerres qu'il y a au Liban. Et on ne compte pas les films, les séries, les chansons, les musiques, les œuvres d'art qui ont été faites après les différentes guerres au Liban, qui ont traumatisé. Entre autres. Il y a Valse avec Bachir, que vous connaissez. Il y a par exemple la chanson qu'on a vue, vous savez, à chaque fois qu'un appel était lancé pour libérer les otages, était chantée en Israël, la chanson Abaïta. On l'a vu aussi à Paris, chantée de multiples fois. Cette chanson n'a pas été écrite pour les otages. Elle a été écrite en 1982 pour appeler au retrait des troupes de Tzal du Liban. Donc c'est dire si dans la société israélienne, une opération au Liban, c'est signe de traumatisme. On va évoquer avec Anna Benjamin Netanyahou, donc, qui a présenté cette guerre comme étant défensive. Et pourtant, un missile qui a été utilisé contre l'Iran pourrait contrecarrer cette thèse. Vous nous expliquez de quel missile, d'ailleurs, qui a un nom particulier, il s'agit. Oui, le missile Blue Sparrow que l'on va voir, moineau bleu en français, qui à l'origine, au début des années 2000, était une arme de défense anti-aérienne, mais qui, ces dernières années, a évolué jusqu'à devenir
une arme d'attaque air-sol. C'est d'ailleurs ce missile qui est responsable de la mort de l'ayatollah Khamenei. 6,5 mètres de long, près de 2 tonnes, une portée de plus de 1000 km. Et surtout, sa particularité, c'est de pouvoir quitter l'atmosphère, puis de redescendre en piqué sur sa cible sans se faire intercepter par les systèmes de défense. Et cette prouesse militaire qui a été observée par le monde entier fait depuis les beaux jours des entreprises d'armement israéliennes. Mercredi dernier, la valorisation du groupe Elbit Systems, qui fabrique notamment des bombes, des missiles et des drones de surveillance, a atteint 40 milliards de dollars à la bourse de Tel Aviv et s'est placé donc à la première place devant des entreprises pharmaceutiques et des banques israéliennes. Et puis les carnets de commandes dans l'armement ne désemplissent pas. Le groupe public Rafael, qui est à l'origine de ce missile Blue Sparrow et du dôme de fer, ainsi que 2 autres mastodontes de l'armement israélien, enregistrent à eux 3 près de 60 milliards de dollars de commandes, l'Europe étant leur principal client, suivi de l'Inde et des Émirats arabes unis. Yasmina Asrarguis, est-ce que cette guerre, au-delà de détruire l'ennemi iranien, c'est aussi une manière de se positionner stratégiquement dans l'armement mondial pour Israël ? Je pense que l'armement américano-israélien aujourd'hui est en train de connaître une phase d'accélération, puisqu'on voit bien tant en termes de contrats signés qu'en termes de projections sur les prochaines années, et ce qu'on appelle le inside trading à Washington, c'est-à-dire le premier cercle autour du Congrès et de Washington a des impressions et des informations sur le cours du marché militaire et investit d'une certaine manière. Donc toutes ces informations nous permettent de voir qu'effectivement l'heure est à la guerre et à la préparation d'un dispositif militaire qui est... Et hier, Trump, par ailleurs, informait de sa volonté de se lancer à Cuba. C'est l'étape d'après. Donc on voit bien que l'Iran n'étant pas fini, il y a déjà d'autres pays qui sont dans le radar et la cible de Washington actuellement. Une question, Karim Emile Bittard. On se demande si la réponse israélienne à l'attaque qui a eu lieu la semaine dernière, donc par le Hezbollah, sur le territoire israélien, la réponse israélienne au Liban est disproportionnée ou pas ? Oui, bien évidemment. Toutes les ripostes israéliennes... Elle a fait plusieurs centaines de morts et 1130 blessés. Systématiquement disproportionnées. Le Hezbollah a commis une erreur stratégique majeure en donnant à Israël un prétexte d'attaquer. Il a lancé 6 roquettes qui n'ont atteint quasiment aucun objectif. Et c'est 700 000 Libanais qui sont sommés de quitter leur domicile en moins de 2 heures. L'explication de ces ripostes disproportionnées, elle tient au traumatisme historique. Le peuple juif ayant subi au XXe siècle la destruction des Juifs d'Europe, étant sorti traumatisé de la Seconde Guerre mondiale, a tendance à percevoir toute menace stratégique comme étant une menace véritablement existentielle. D'où la volonté d'éradiquer tout ennemi avant qu'il ne soit en mesure de vous faire du mal. Je suis de ceux qui pensent que l'Iran représente une menace stratégique pour Israël, mais pas une menace existentielle. Israël est quand même un pays qui dispose d'au moins 80 ogives nucléaires, peut-être 200 à 300. C'est un secret de Polichinelle qui a finalement été reconnu à l'époque par Shimon Peres. Donc il n'y a pas véritablement de risque qu'Israël soit rayé de la carte. À ce jour, le seul pays qui a été rayé de la carte, c'est la Palestine. Il y a cette menace stratégique, il y a les traumatismes historiques que l'on peut comprendre, qui conduisent systématiquement les Israéliens à surréagir, ce qui fait qu'ils sont incapables de transformer leur victoire militaire grâce à cette écrasante supériorité technologique en victoire politique. Oui. Pérez, Shimon Peres, qui est l'ancien Premier ministre israélien, Benjamin Petrover. C'est vrai qu'en même temps, quand on lit ce qu'a dit le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, qui est situé à l'extrême droite de l'échiquier politique en Israël, voilà ce qu'il dit. Très bientôt, la banlieue sud de Beyrouth ressemblera à Khan Younes. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous lisez ça ? C'est vrai qu'on se dit que le Hezbollah, l'attaque qu'il a fait, était un prétexte bienvenu pour Israël pour attaquer le Liban et se débarrasser du Hezbollah, ce qu'il n'a pas pu faire en juin dernier. Écoutez, pour Israël, il y a un seul mot et un seul qui compte, c'est la sécurité. Qui plus est, depuis le 7 octobre. Avant le 7 octobre 2023, il y avait différents statu quo. Statu quo avec Gaza, où on laissait le Hamas avoir le pouvoir. Statu quo avec le Liban, où il y a eu plusieurs conflits avec le Hezbollah. Il y a eu un cessez-le-feu au dernier, parce qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et surtout, avec Téhéran, où les deux pays se regardent en chien de faïence. Il y a eu l'an dernier la fameuse guerre des 12 jours, où Donald Trump a dit stop, alors que les Israéliens voulaient que ça dure au moins 20 jours. Donc pour les Israéliens, toutes les menaces proviennent d'un seul et même pays, à savoir l'Iran. Donc oui, côté israélien, on estime que la menace iranienne est une menace existentielle, parce que l'Iran a installé tout autour du territoire israélien, quand vous regardez la géographie, au nord le Hezbollah,
au sud le Hamas, à l'est les tirs de Téhéran, et même plus au sud, on ne les a pas encore entendus depuis 10 jours, mais peut-être va-t-on les voir agir d'ici les jours prochains, ce sont les Houthis depuis le Yémen. Donc il y a eu toujours différentes guerres et différents statu quo, des guerres qui ont parfois abouti à des cessez-le-feu, mais depuis le 7 octobre, il y a quelque chose qui fait consensus dans la société israélienne, c'est de ne plus laisser de statu quo et désormais rayer toute possibilité de menace, que ce soit à la frontière sud, autour de Gaza, les kibboutz qui étaient menacés, ou à la frontière nord, avec les villages qui, il y a 1 an encore, devaient être évacués. Ouais, quitte à dire, comme Smotrich dit, de faire du Sud-Liban un nouveau Gaza, c'est les mots qu'il a utilisés. Alors aux États-Unis, certains prônent une vision biblique de l'étendue d'Israël, pas uniquement en Israël. Écoutez par exemple l'ambassadeur américain à Jérusalem. Israel is a land that God gave through Abraham to a people that he chose. It was a people, a place, and a purpose. Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis. Yeah. You're saying that's the original deed. It would be fine if they took it all. Alors, c'est une vision d'un grand Israël qui irait du Nil à l'Euphrate, donc de la Syrie à l'Égypte. C'est, Yasmina Sraghi, c'est quand même une vision qui est assez marginale, vous diriez, ou pas ? Alors moi, j'aimerais revenir à ce qui a été dit en début d'émission, et on est véritablement dans un Moyen-Orient où idéologie confronte idéologie. Et si vous allez aujourd'hui à Washington, dans les sphères du pouvoir, que ce soit au Congrès ou à la Maison-Blanche, vous avez effectivement un bloc néo-évangélique extrêmement bien organisé depuis le dernier mouvement de Turning Point de Charlie Kirk, qui a été assassiné il y a peu de temps. Oui. En Israël, vous avez également des partisans du Grand Israël qui sont soutenus par cette branche néo-évangélique. Et pour vous donner un exemple de comment ça se traduit sur le terrain, lors de la première administration Trump, Jared Kushner et Trump décident de déplacer le gendre, qui était à l'époque envoyé spécial au Moyen-Orient, décident de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem au sein de cette cérémonie de célébration, véritablement. 90% des invités étaient des pasteurs évangéliques et non pas ni des personnes juives ou israéliennes de la communauté de Jérusalem. Et j'ai eu beaucoup d'entretiens avec des membres des communautés juives de Jérusalem qui ne comprenaient pas pourquoi ils n'étaient pas invités et qui me disaient, par ailleurs, tous les hôtels de la ville sont remplis de pasteurs américains dont certains discours historiques ont été antisémites, comme Karim l'a très bien dit tout à l'heure. Karim Emile Bittard, de là à dire est-ce que Netanyahou partage cette volonté expansionniste, il y a un pas, est-ce que vous le franchissez ou pas? Est-ce que vous pensez qu'il fait partie de ceux qui veulent ce territoire très large d'Israël? Netanyahou n'est pas un idéologue, ce n'est pas quelqu'un qui est idéologiquement en faveur d'un Israël qui irait du Nil à l'Euphrate. Mais dans les textes fondateurs de l'État d'Israël, il y avait des volontés expansionnistes jusqu'au fleuve Litanie au sud Liban, parfois même au-delà, qui étaient rédigées par l'agence juive, par plusieurs pères fondateurs. Ça avait complètement disparu dans les années 90. Israël n'avait plus besoin des ressources hydrauliques du Liban. Mais aujourd'hui, l'appétit venant en mangeant, ces discours ressurgissent chez certains hommes politiques israéliens. Certains appellent à recoloniser Gaza. Il est à craindre qu'Israël installe une vaste zone de sécurité, une zone tampon. On nous avait dit que le Golan était une zone tampon. Aujourd'hui, il faut une zone tampon autour de la zone tampon. Donc, on a déjà annexé une grande partie du territoire syrien. Il faudrait que Israël prenne garde à ne pas se montrer trop gourmand, car cette obsession de la sécurité plante les germes de l'insécurité de demain. Vous corroborez cette angoisse par rapport aux germes de demain? Je ne sais pas ce que certains appellent le grand Israël, parce qu'on voit des cartes circuler qui montrent tout et n'importe quoi, du Nil jusqu'à l'Euphrate. C'est quelque chose qui n'existe pas en Israël, pardonnez-moi, mais c'est ridicule. Oui, parce que ça inclurait l'Égypte. Mais Israël va envahir la Jordanie, la Syrie, jusqu'à... Pardon, c'est ridicule de montrer cette carte. Pour tout vous dire, en fait, c'est une carte qui a été remise sur la table par les mollahs à partir de 79. Pour montrer combien, justement, Israël était un pays qu'il fallait rayer de la carte, parce que c'est un pays expansionniste. Ça vient de là, ce message de l'expansionnisme. Ça vient aussi de certains Français pro-israéliens de la diaspora qui la produisent tous les jours sur les réseaux sociaux. Il y a une avocate qui est membre d'un comité dont le nom ne me revient plus, qui publie cette photo sur Internet en disant « Voilà la terre que Dieu m'a promis ». Donc ce n'est pas aussi marginal qu'on ne pourrait le penser. Oui, mais pardon, on parle des responsables politiques israéliens depuis 1948. Il n'y en a pas un seul qui a déclaré, même Ben Gvir ou Smotrich d'ailleurs, qui sont les plus extrémistes, eux ils font débat parce que
On parle de la Cisjordanie, on parle de Gaza, on peut discuter tout ça, il n'y a aucun problème. Mais par contre, parler d'envahir des pays voisins... Ils sont nés de cette mouvance, ils sont l'incarnation moderne de la mouvance kahaniste. Ce n'étaient pas des gens qui étaient dans les années 90. Il y a des téléspectateurs qui nous regardent, il faut bien qu'ils comprennent que, j'ai passé quasiment 10 ans en Israël, il n'y a pas un responsable politique israélien qui monte cette carte. Ça n'existe pas. La vérité, c'est vrai, il faut le reconnaître, il y a débat autour de la Cisjordanie, il y a débat autour de Gaza, et aujourd'hui, en effet, si vous me posez la question, il y a débat concernant le Sud-Liban. Alors, justement, concentrons-nous, gardons un tout petit peu de temps à propos du Liban. Est-ce que le Liban est sur le point de plonger dans une crise humanitaire ? Alors, vous avez déjà une crise humanitaire puisque des centaines de milliers de familles du Sud sont en train de remonter. 600 000 personnes sont sur les routes. 600 000 personnes sur les routes et déjà un visuel à Beyrouth notamment où vous avez des familles entières qui vivent dans les rues, dans les corniches et un besoin au niveau des organisations humanitaires de déployer cette aide de manière indiscriminée à toutes les familles, mais un besoin qui dépasse la capacité de réponse, bien que depuis l'explosion du port de Beyrouth en 2020, vous avez eu une restructuration de l'appareil humanitaire au Liban d'une manière extrêmement intéressante puisque l'aide est beaucoup plus démocratisée et il y a moins sur le terrain, quand vous parlez aux humanitaires, cette confessionnalisation qu'a pu être l'aide dans cette région auparavant. Et peut-être... Oui. Peut-être juste rajouter sur le point de l'importance d'avoir des États forts et capables de répondre sur le plan régalien dans cette région. J'aimerais rappeler que les grands accords de paix qui ont été l'Égypte ou la Jordanie avec Israël ont permis de ne plus avoir de guerre de nouveau avec Israël. Et le pari qui voudrait être fait d'investir dans des pays éclatés au Proche-Orient, que ce soit le Liban ou le démantèlement progressif de la Syrie, est un pari, à mon avis, risqué, puisque ne garantirait ni la sécurité des citoyens arabes, ni celle d'Israël. Dernière question pour Karim Medika. Justement, sur le Liban, avec un État qui est quand même très faible et qui, pour l'instant, condamne l'action du Hezbollah et se retrouve piégé et ne peut pas réussir à le démilitariser, ce qu'Israël considère être une justification pour intervenir elle-même. Absolument, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Yasmina. Le véritable risque aujourd'hui, c'est un risque de fragmentation, de chaos, pas seulement au Liban, mais dans l'ensemble de la région. Cette fuite en avant israélienne pourrait produire des catastrophes humanitaires qui, à leur tour, vont produire une dislocation sociale et économique, et au Liban, éventuellement une crise de régime politique, car il y a une véritable polarisation autour de la question du Hezbollah, et il est à craindre que la stabilité de la Syrie, l'unité de la Syrie et l'unité du Liban soient remises en question, et ce serait une boîte de Pandore qui s'ouvrirait une déstabilisation à long terme. Sauf que si le Hezbollah disparaît, Maître Vert, on dit qu'il y a déjà d'autres milices qui pourraient se reconstituer aussitôt. Mais il faut se rappeler simplement qu'il y a une semaine, la guerre opposait Israël au régime des Mollahs. C'est parce que le Hezbollah a attaqué Israël, sans doute sur ordre des Mollahs iraniens, qu'Israël a décidé de riposter, de répliquer, de mener cette action particulièrement violente, avec en effet des conséquences sur les civils libanais qui est particulièrement dramatique, il faut aussi le préciser. Mais pour tout vous dire, j'ai parlé ce week-end avec des contacts que j'ai au Liban. Ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit on a une immense colère face au Hezbollah, qui une nouvelle fois nous met dans la guerre, mais aussi colère vis-à-vis des autorités libanaises, parce qu'elles n'ont pas joué leur rôle. Leur rôle de faire désarmer le Hezbollah et de faire tampon pour éviter qu'il y ait encore un conflit. Merci à tous les trois d'être venus expliquer et débattre courtoisement entre vous. Mais en tout cas, c'était tonique. Merci infiniment à tous les trois.